Merci aux organisateurs de prévoir ce temps d'échange qui permet de réfléchir sur une question, celle qu'on nous a posée. Pourquoi un droit du travail? Et cette question, elle peut paraître anodine et en réalité, elle est extrêmement importante quand on sait la place que réserve le citoyen à son travail. Tous, on est confrontés à des relations amicales, professionnelles ou non, et bien souvent, comment se présente-t-on? Eh bien souvent, on dit tiens, salut, tiens, et elle fait quoi déjà dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Et c'est quoi elle fait quoi dans la vie? C'est quelle activité professionnelle elle exerce. Donc ça veut dire que le travail représente une part très importante dans la vie de chacun. Alors, je vous propose tout d'abord de définir ce que nous entendons par le droit du travail, car contrairement à son intitulé, le droit du travail ne va pas régir l'intégralité de l'activité professionnelle. Le droit du travail, il va régir les règles qui s'appliquent aux salariés rémunérés, subordonnés, soumis au droit du travail privé. C'est important de rappeler ces éléments qui peuvent paraître tout à fait évidents et ces éléments de base, parce que vous allez voir que finalement, ces bases que je rappelle là vont être mises à mal très fortement par les réformes qui sont en cours depuis les années 2000. Et donc, ce droit, il a une importance quantitative, puisqu'il faut savoir que 90% de la population active travaille sous la subordination d'autrui, et 70% de la population active travaille sous la subordination d'autrui dans le domaine privé qui nous intéresse ce soir. Le travail a son importance dans la quantité, il a son importance sous d'autres aspects. Et je vais vous en citer 3. C'est le temps, tout d'abord, que nous consacrons au travail. La durée. C'est un pan du droit du travail, la durée et le temps, qui est très important, qui est un des piliers de l'organisation du travail. Ce temps, qu'est-ce qu'on veut faire du droit du travail? Est-ce qu'on veut favoriser le temps partiel? Est-ce que notre société préfère organiser le temps plein? Est-ce que notre société va progresser vers un nombre important d'heures de travail la semaine ou au contraire les diminuer pour que ce travail représente finalement un épanouissement, mais qu'il permette aussi aux citoyens ou aux salariés de faire autre chose de sa vie précisément? Le temps, premier pilier. Deuxième pilier, le revenu. Le revenu, celui que le salarié espère percevoir à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de son budget qu'il doit consacrer à ses activités culturelles, non culturelles, familiales, personnelles. Et enfin, le troisième pilier, c'est qu'est-ce que doit apporter le travail, ou est-ce que le travail doit apporter quelque chose? Je parle là de l'identité sociale, j'en parlais au tout début de mon propos, l'identité sociale, c'est un élément aussi très important. Donc, pourquoi ce droit du travail? Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce droit du travail, il est en perpétuel mouvement. Il est en perpétuel mouvement parce qu'il est issu de tensions, de conflits d'intérêts, de divergences entre les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Et il est issu aussi, et il est révélateur de mouvements sociaux. Pourquoi un droit du travail nécessite que nous rappelions très brièvement ce qu'il englobe? Le droit du travail, c'est un ensemble de règles, de normes. Et là, il nous faut aborder immédiatement les sources du droit du travail. Il y a les sources internationales, et je lisais encore un article récemment qui venait me dire que les sources européennes allaient être une source anti-régressive. C'est assez inquiétant par rapport à notre droit national, mais bon. Donc le côté international, les traités, les directives européennes, les décisions du Comité des droits sociaux européens. Et ensuite, les normes au point de vue national. Du point de vue national, vous avez la loi, les décrets, les arrêtés. Et enfin, encore un niveau en dessous, vous avez les conventions qui peuvent être collectives ou individuelles. La convention collective, eh bien, ou les accords d'entreprise, la convention collective, celle que nous connaissons plus particulièrement, ce sont celles qui sont conclues au niveau de la branche, par des organisations syndicales, patronales, par des gens qui sont censés représenter, notamment les salariés, dans leurs intérêts et dans leurs revendications. Et puis vous avez les conventions individuelles, notre pauvre contrat de travail qui va nous servir de socle contractuel.
Ce droit a été créé par Strat. Je disais qu'il est issu de tensions, et ce n'est pas anodin. Et il faut peut-être s'attarder un instant sur les raisons de cette construction du droit du travail pour en comprendre la cause et l'objectif qu'on entend lui assigner. Et cette particularité du droit du travail tient précisément au fait que le contrat n'est pas un contrat équitable. Le contrat de travail, vous allez me dire, c'est un contrat. Ce sont deux personnes qui sont majeures, indépendantes, qui ont la liberté de consentir. Et pourquoi irait-on créer un droit différent du droit commun des contrats? Parce que quand j'achète une voiture, finalement, eh bien, je conclus un contrat avec une autre personne. Donc le contrat de travail, c'est un contrat qui est conclu entre deux personnes libres de consentir et de réfléchir à ses intérêts. Eh bien, précisément, non. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose parce que celui qui va s'engager dans les liens d'un contrat de travail, et quand il est salarié, il va consentir finalement à abandonner son autonomie. Parce que ce qui caractérise le contrat de travail, c'est le lien de subordination. Et quand on s'engage dans le cadre d'une liberté de consentement à abandonner son autonomie, ça signifie quoi? Ça signifie que le contrat, il n'est pas un contrat équitable. C'est un contrat qui est fait de déséquilibre. Et précisément, c'est ensemble de sources du droit du travail que je vous ai rappelé tout à l'heure. Il a eu, je parle un petit peu au passé, pour cause et pour objectif, pour cause ce déséquilibre, et pour objectif de compenser ce déséquilibre, de créer un ensemble de règles protectrices, créatrices de droits et d'obligations, évidemment aussi pour le salarié, pour l'employeur. Et enfin, il a permis la création d'une troisième voie dans les deux sens, le discours et le chemin, celle du terrain collectif. Parce que les institutions représentatives du personnel, les organisations syndicales, vont permettre aux salariés d'exprimer quelque chose qu'ils ne pouvaient revendiquer au plan individuel. Donc voilà un droit du travail finalement qui va s'organiser autour de trois acteurs, le salarié, l'employeur. J'ai plutôt envie de parler d'entreprise aujourd'hui que d'employeur. Je crois que la distinction est importante. Et enfin, les institutions représentatives du personnel, internes ou externes à l'entreprise, comprenant les organisations syndicales. Pourquoi un droit du travail? Et je vais pas tarder à laisser la parole à Gilles sur le premier aspect. Eh bien, je pensais pouvoir dire que le droit du travail avait pour cause le déséquilibre inhérent au contrat de travail et pour objectif de compenser ce déséquilibre. Malheureusement, aujourd'hui, je crains que ce droit ne devienne un outil de gestion, de compétitivité, de rentabilité, par lequel deux leviers sont très importants. Celui de la flexibilité du salarié et celui de la sécurité du budget de l'entreprise. Et c'est pourquoi ce constat que nous faisons aujourd'hui est celui de deux inquiétudes par rapport aux directions prises par nos pouvoirs et par le pouvoir politique. Ces deux inquiétudes, elles se résument, et c'est deux aspects que nous allons envisager de la façon suivante. La première inquiétude tient au bouleversement, à la révolution, à l'explosion, je pense que Gilles aura des qualificatifs peut-être plus forts, opérés par le législateur quant à la hiérarchisation des normes qui créent le droit du travail. Auparavant, la norme, elle était simple, c'était la loi. Et puis, à quelques exceptions près, la convention collective ne pouvait qu'être plus favorable. Et enfin, le contrat ne pouvait qu'être encore plus favorable. Donc il y avait des garanties comme ça. Eh bien, c'est ce bouleversement dont va parler Gilles, parce que cette organisation-là, elle n'existe plus. On ne peut plus parler de cette organisation. Et la deuxième direction prise par le pouvoir politique, qui est tout aussi inquiétante, c'est que face à ce bouleversement et à cette levée de bouclier de garantie, eh bien, nous venons expliquer aux justiciables que les portes de l'institution judiciaire, je ne parle pas de justice, volontairement je parle d'institution judiciaire, se ferment. Elles se ferment progressivement, d'une part par des règles de procédure de plus en plus complexes pour le salarié qui auparavant avait accès à la justice prud'homale très facilement, et d'autre part par la limitation des droits dans leur nature et leur amplitude.
Voilà pourquoi nous conclurons l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, au fait que finalement, oui, le droit du travail, pourquoi un droit du travail aujourd'hui? Eh bien, sans doute pour créer un outil au service de l'entreprise, au service de la rentabilité et de la compétitivité. Je passe la parole à Gilles sur cette première partie. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. On m'a donné une vingtaine de minutes pour vous parler, pour apporter une réponse à cette question. Pourquoi un droit du travail? Le droit du travail, on l'a tous appris comme ça quand on était plus jeune, et c'est aussi comme ça que beaucoup le vivent encore aujourd'hui. Le droit du travail, il sert à protéger. Et normalement, il sert à protéger le plus faible. Mais il apparaît que depuis quelques années, l'identité de ce plus faible a pu un peu évoluer. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure des différentes réformes qui se sont succédées dans le droit du travail, étant précisé qu'il y a eu une accélération dans les 4-5 dernières années. Mais pour mieux comprendre l'impact de ces évolutions très récentes, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière pour savoir comment ça marchait, le droit du travail, avant. C'était le temps de l'Ancien Régime. Pour certains, c'était le temps des privilèges. Et ce temps de l'Ancien Régime, il était assez simple. Vous aviez 5 syndicats représentatifs pour les salariés au niveau national. C'était prévu dans le Code du travail. Il s'était noté, c'était un arrêté. Cet arrêté, il était très ancien. Il datait de 64. Pour les plus anciens qui ont des souvenirs, c'était au moment où la CFTC réfléchissait à devenir CFDT. Et 10% de la CFTC n'a pas accepté. Et le gouvernement de l'époque a pensé qu'il fallait préserver ces 10%, comme ça on passait de 4 à 5 syndicats. Un peu divisé pour mieux régner. On trouvera toujours quelqu'un avec qui s'entendre. Ça a été une des grandes étapes, 64. 68, on fête les 50 ans. Il y a eu une innovation majeure en 68 pour le monde du travail, ça a été la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Ça n'existait pas avant. Donc ça a été un élément quand même important. Il y a eu aussi 82. Donc 82, c'est les lois Auroux pour le droit du travail. Les lois Auroux, ça a été une révolution. On a reconnu des droits aux citoyens qui travaillaient. Avant, on n'était qu'un travailleur. Et avec ces lois-là, on s'est vu reconnaître des droits de citoyens. On avait un droit d'expression, on avait le droit aux représentants du personnel. Il y avait des garanties en droit disciplinaire. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait à peu près. Et le droit du travail, à cette époque, on voit qu'il répondait à 2 éléments importants. Prendre en considération les aspirations d'évolution de la société, donc c'est 68, c'est 82, mais c'était aussi permettre en réalité la mise en œuvre d'un droit constitutionnel qu'on ne connaissait pas vraiment encore à l'époque. C'était dans le préambule de la Constitution de 1946, le droit pour les salariés de participer à la détermination des conditions de travail. Alors dit comme ça paraît simple, mais ça signifie que l'employeur n'est plus le seul décisionnaire. Et ça, ce fut une révolution. De dire que l'entreprise vous appartient peut-être, mais moi j'y travaille, et comme j'y travaille, et comme je suis un citoyen travailleur, j'ai des droits que je peux exercer. Et alors ce préambule de la Constitution donnait d'autres droits, comme la reconnaissance de la liberté syndicale, mais on voit que le droit du travail, en fait, c'était une norme qui permettait de mettre en œuvre une norme supérieure, le droit du citoyen. Alors ce système, dans les faits, ça fonctionnait de manière très simple. Il suffisait qu'un des 5 syndicats en haut désigne un salarié en bas dans une entreprise pour n'importe quelle condition. Ce salarié pouvait devenir délégué syndical. Et puisqu'il était délégué syndical, il avait le monopole de la négociation. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas négocier dans l'entreprise avec quelqu'un d'autre. Alors c'était beaucoup de responsabilités, mais c'était un système qui fonctionnait très très simplement.
Et on comprend la légitimité des organisations syndicales au niveau national. Il y avait des critères dans la loi. Les critères dans la loi, c'était les effectifs, la transparence, le fonctionnement, l'attitude patriotique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on avait quelques références. Et ensuite, on devait négocier avec cette personne-là, déléguée syndicale, et sa présence faisait que pour les élections professionnelles, le premier tour était réservé aux candidatures de listes syndicales. Alors, pour beaucoup, ou pour certains, je ne sais pas si on peut mettre une quantité, c'était pas bien parce qu'on leur réservait trop de choses. Pour d'autres, c'était au contraire une garantie pour les salariés, parce qu'on est conscient que dans la relation individuelle salarié-employeur, l'équilibre, il est plutôt un déséquilibre, et un déséquilibre en faveur de l'employeur. Et donc, pour rééquilibrer ça, mettre du collectif, eh bien, la balance, ça s'équilibre. Et là, on a commencé à sentir des premières tentatives de faire évoluer les choses. Et ces premières tentatives, ça a été, mais alors c'est des choses un peu des détails techniques, mais c'est essayer de trouver des thèmes sur lesquels on n'est plus obligé de passer par les délégués syndicaux pour négocier. On va tout d'abord passer par des représentants du personnel, des délégués du personnel qui ne sont pas tous délégués syndicaux. Et voilà, on essaye un peu de contourner cette chose-là. Alors, ce système n'avait pas que des bons côtés. On peut imaginer une entreprise où il y a 3 organisations syndicales, dont 2 vont représenter peut-être 95% des salariés. La 3e va représenter que 5% ou que le délégué syndical. Et en termes de négociation, ce délégué syndical qui ne pourrait représenter que lui-même peut signer un accord, même si les 2 autres gros syndicats sont contre. Et la beauté du droit, c'est que cette simple signature d'un isolé, d'un solitaire, va rendre applicable à tout le monde l'accord collectif. Donc on voit bien que ça aussi, ça a laissé la porte ouverte à des critiques sur la question de la légitimité de l'acteur. Est-ce qu'un acteur isolé doit avoir autant de poids qu'un ou plusieurs acteurs qui représentent la majorité ou bien plus que la majorité? Donc ça, c'est des petites musiques qui ont commencé à venir dans le corps social. Et ça a continué comme ça. Alors après, le système, ce n'était pas un système qui était fou. Il y avait des garanties dans le droit du travail pour préserver l'essentiel des droits. Donc on revient à la nature du droit du travail, garantir un système de droits et d'obligations réciproques. Et pour ce qui concerne la négociation collective, on avait un principe qui est simple à comprendre, le principe de faveur. On part de la loi, la convention collective peut améliorer la loi, l'accord d'entreprise peut améliorer la convention collective, et nous avons le contrat de travail qui est protégé. Le contrat de travail ne peut pas être modifié par un accord collectif, mais il y a une particularité, le salarié peut revendiquer une garantie supérieure à son contrat que l'on va trouver dans la convention collective ou dans l'accord d'entreprise. C'est-à-dire que c'est un système, on ne peut que monter. Et c'est pour cela que le fait qu'il y ait la possibilité qu'un délégué syndical isolé puisse signer un accord qui s'applique à tout le monde, c'était moins grave parce que c'était la plupart du temps que du positif. Alors on le voyait par exemple dans les négociations annuelles sur la rémunération. Vous pouviez avoir des demandes à 5%, à 7%, à 8%, à 2%. Si quelqu'un signe un accord à 1,5%, ben ça s'appliquait à tout le monde. Donc ça, c'était le système tel qu'il se passait. Et ce système, une des garanties, c'était qu'il y avait une facilité pour s'implanter syndicalement. Alors, il fallait trouver des volontaires. Ça, c'est jamais simple. Mais quand on avait trouvé un volontaire, il suffisait d'un courrier et la section syndicale était constituée par la désignation de ce délégué. Tout ça, ça nous permet de dire que le droit du travail a servi à garantir des droits, à améliorer des situations et à articuler le rapport entre le collectif et l'individuel. Cette situation nous a entraînés dans un contexte très particulier pour la France, puisque nous avions 2 records du monde.
On avait le record du monde du plus faible taux de syndicalisation. Alors, on a souvent entendu parler de 5% dans le secteur privé, c'est pas exactement ça a priori, c'est 8%, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus, 8%. Donc, c'est un des plus faibles taux, mais on avait le plus fort taux de couverture des salariés par une convention collective. On était à plus de 90% de couverture. Alors que si on parle des pays scandinaves, le taux de couverture de convention collective, on est plutôt à 60-70%. Donc, on avait créé des mécanismes pour essayer de couvrir le plus grand nombre. Et après, on arrive, donc ça a fonctionné comme ça pendant de très nombreuses années, les années 80, on arrive dans les années 90, et là, il y a une petite évolution. La petite évolution, c'est de dire il faudrait qu'on multiplie les possibilités pour les salariés de participer à l'élaboration de la norme de travail au sein des entreprises. C'est louable. C'est le préambule de la Constitution dont on a parlé. Et on va créer un système qu'on a appelé le mandatement. Alors le mandatement, c'est comme le Canada Dry pour le délégué syndical. Ça a le goût, ça a l'odeur, mais c'en est pas un. C'est-à-dire qu'on va mandater un salarié qui n'est pas délégué syndical, mais par le biais du mandatement, il va avoir la possibilité de négocier des accords. Et ça, c'est les organisations syndicales, salariés et employeurs qui l'ont décidé en 1995. Alors, on ne l'a peut-être pas beaucoup ressenti à l'époque, mais je pense que si je vous dis qu'en 1996, il y a la loi Robien, c'est la première loi de réduction du travail en France, qui a boosté le mandatement. Ensuite, très très vite, 1997, la dissolution, la gauche plurielle, les 35 heures. Et là, on va créer les accords de réduction, d'aménagement et de réduction du temps de travail. Et on va booster le système du mandatement. Alors bien sûr, il y aura des délégués syndicaux qui vont signer des accords. Mais on va mettre en œuvre un système où dans beaucoup d'entreprises, les accords d'entreprise vont être signés par des mandatés. Alors il y aura tout un système de contrôle, de va-et-vient avec les organisations syndicales, des choses comme ça. Mais dans le principe, on accepte de négocier en dehors du délégué syndical. Et donc quand on repense à ces accords sur les 35 heures, on ne se dit pas qu'à ce moment-là, on voit les germes de la révolution qui va arriver aujourd'hui. Et pourtant, il y a déjà ces germes. Ce germe, c'est de dire, eh bien, la négociation au plus près du terrain a une valeur ajoutée qui permet d'améliorer les choses. Alors, qui permet d'améliorer les choses, on peut toujours s'interroger pour qui ? Parce qu'on sait tous que les 35 heures, c'était la plus belle des choses, surtout aussi pour l'intensification du travail. Ce qui n'avait pas été forcément mesuré à l'époque. Ou alors qui n'avait pas pu être négocié de la manière... Parce que quand on négocie, on est deux, hein, et ça, c'est jamais facile. Alors, cette chose-là, cette évolution a existé. On ne parle que de la durée du travail. Mais ensuite, il y a eu une petite musique qui a commencé à arriver. Donc, on en a parlé. C'est négocier au plus près du terrain, c'est mieux. La loi est plus acceptée quand on participe à son élaboration. Le législateur, il est trop loin. Il ne comprend pas les attentes du terrain. Alors ça fait rigoler, quand on repense à 82, c'était aussi un législateur. Il a fait des choses qui étaient très adaptées. Bon, c'est une petite musique qui infuse. Et puis il y a un contexte économique très particulier dans les années 90. C'est un chômage qui s'inscrit dans la durée, dans la longueur. C'est l'insertion des jeunes qui est de plus en plus difficile. C'est les seniors qui commencent à partir plutôt poussés. On dit remercier, d'ailleurs, c'est un beau mot pour expliquer la situation. Voilà, c'est dans ce contexte-là aussi, c'est particulier. Alors, il y a une embellie quand même, à la fin des années 90, mais les niveaux économiques peuvent permettre des discussions. Bon, eh bien, on va commencer à entendre des discours sur... le code du travail est trop compliqué. Il y avait eu des articles qui parlaient qui s'interrogeaient, faut-il brûler le code du travail ? Parce que c'est dans le code du travail qu'on voit toutes ces règles.
Et puis on a commencé à dire des choses qui nous font toujours sourire. Il faut moderniser le marché du travail. Mais qui peut être contre une modernisation? Et vous pourrez remarquer que souvent dans les réformes sociales, les titres des réformes, c'est améliorer le dialogue social. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on ne peut être que d'accord. Il y a le titre et il y a la réalité des mécanismes. Et dans la réalité des mécanismes, souvent, c'est le contraire qui est mis en œuvre. Et la plupart du temps, pour moderniser le dialogue social, il y a une bonne technique, c'est il faut limiter les heures de délégation. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc après, on essaie de comprendre le lien entre les deux. Il y a aussi une petite musique qui est montée, qui a dit, eh bien, en fait, si on change le code du travail, on va créer de l'embauche. C'est-à-dire qu'en France, la croissance ne repose pas sur les perspectives économiques, elle repose sur un livre magique, le code du travail, qui empêcherait les embauches. Et tout ça, mais ça va infuser le corps social. Alors tout ça, c'est des mouvements qui sont lents. Quand je dis lent, c'est que ça va prendre plusieurs années. Mais peu à peu, c'est une petite musique qui va gagner. Et encore très récemment, on a entendu une chanson qui a eu beaucoup de succès. Vous savez, c'était le gars qui disait que la vie du chef d'entreprise est plus dure que la vie du salarié. Et puis voilà. Il y a eu un grand succès, parce que ça a été un disque d'or. Voilà, il a été élu président de la République. Il y avait eu avant un autre couplet à cette chanson, c'était « Il faut protéger l'entreprise de la justice prud'homale. Parce que on risque d'être condamné, et lourdement. » Et donc ça, voilà, c'est un petit couplet qui a été repris, qui a été chanté sur tous les tons. L'autre couplet qu'on a ressorti des années 90, le droit du travail, c'est trop compliqué. Et si c'est trop compliqué, il faut le réformer. Parce que le dernier couplet disait, eh bien, il faut lutter contre la peur d'embaucher en facilitant le licenciement. Alors c'est des idées qui ont au moins le mérite de la simplicité, et ça passe comme ça. C'est-à-dire que si je veux t'épouser, on va d'abord parler de notre divorce. Bon, ça, il n'y a que les avocats qui font ça dans leur vie, parce que voilà, ils sont câblés comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on envisage les choses. Et là, ce discours-là a commencé à se mettre en place. Alors quand on a entendu ça dans les années qui nous ont précédés, il y avait déjà eu des précédents dans le droit du travail. Des précédents pour essayer de lutter contre les organisations syndicales. Alors, c'est pas dit comme ça, jamais. Mais c'est des outils qui sont proposés en disant, avec cet outil, eh bien, le droit du travail va servir à améliorer la situation. Donc, le droit du travail sert à améliorer la situation. On ne dit pas comment, on ne dit pas pourquoi. Et vous avez eu, alors quelqu'un qui a eu un peu moins de succès avec ses chansons, M. Fillon, mais en 2004, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était ministre du Travail. Et comme ministre du Travail, il a tenté un truc qui était au pays, dans notre pays, une révolution. Il s'est dit, tiens, ce serait sympathique si dans l'articulation des normes, la loi, la convention collective, l'accord d'entreprise, on essayait que l'accord d'entreprise devienne plus fort que la convention collective. Et vous voyez ce que ça peut changer. Et donc, ça a été mis en œuvre. Mais à l'époque, les esprits n'étaient pas encore assez préparés. Et donc, il y a eu des blocages. Et le système qui a été créé, c'est très simple, c'est l'accord d'entreprise peut être plus fort que la convention collective, sauf dans 7 domaines, alors des domaines importants, mais voilà, dans tous les autres, c'est possible, à une condition. Il faut que la convention collective, c'est-à-dire la branche, c'est-à-dire les organisations syndicales, salariés, employeurs de la profession, se mettent d'accord et autorisent les entreprises à déroger, c'est-à-dire à faire ce qu'elles veulent. Bon, les loustiques, organisations syndicales, salariés, employeurs au niveau de la branche, ils ne se sont pas laissés faire et ils ont cadenassé le système. C'est-à-dire, ils ont dit, on n'en veut pas. Alors c'est étonnant, parce que c'est des représentants des salariés, puis c'est des représentants aussi des entreprises, des entrepreneurs. Ils ont dit, on n'en veut pas de cette salade, ça va mettre un bazar. Et ça n'a pas fonctionné. 2008. Alors 2008, c'est une date très importante. C'est la loi du 20 août, je crois, 2008. C'est celle qui a changé la vie des syndicalistes. C'est une loi qui a fait évoluer le statut des syndicats en France
qui leur a imposé des exigences de transparence. Ça, c'est normal, il y a d'argent public, c'est très très bien, et puis c'est passé comme une lettre à la poste. Ça a changé aussi les règles pour s'implanter syndicalement, et ça a changé les règles pour négocier les accords d'entreprise. Avant, je pouvais désigner n'importe qui. Désormais, je ne peux désigner qu'un salarié qui s'est présenté aux élections professionnelles et qui a eu au moins 10% des voix. C'est-à-dire que si je loupe l'élection, je risque de repartir pour un cycle de 4 ans de mandat. Et ensuite, alors ça c'était un côté qui a été apprécié par beaucoup, je ne peux plus signer un accord seul. Pour que l'accord s'applique, il faut que mon syndicat à l'élection ait remporté 30% des voix. Donc ça a été un progrès. Et bien là, on a rendu quelque chose, enfin on a pris un outil particulier, c'est qu'on a rendu quand même la vie des syndicalistes dans les entreprises plus difficile. Mais au nom d'un très beau principe, moderniser la situation. Alors quand le gouvernement fait place à ce nouveau système en 2008, vous vous souvenez, c'est Sarkozy. Mais Sarkozy, il ne le fait pas tout seul. Quelques mois avant, il y a eu une position commune entre les organisations syndicales, employeurs et salariés qui mettaient sur le papier cette évolution. Alors tout n'était pas aussi calé que ça, notamment sur la place de l'accord d'entreprise. Les syndicalistes ne voulaient pas changer la hiérarchie des normes. La loi de 2008 l'a changé. Et là, on voit que... Oui, tous les syndicats n'étaient, dont FO d'ailleurs, n'étaient pas... Oui, voilà. C'était une précision très importante. Alors, après, 2008, c'était une année très importante parce qu'il y avait eu aussi un accord national interprofessionnel le 11 janvier 2008. C'est celui qui a créé la rupture conventionnelle. Et dans cet accord national interprofessionnel, que plus d'organisations syndicales encore ont signé, vous aviez en germe toutes les réflexions qui sont devenues des lois depuis les 2 dernières années sur les préjudices, sur les prescriptions. Il y avait plein de choses comme ça qui commençaient. Donc là, le droit du travail a commencé à devenir l'outil pour rendre la vie des syndicats plus difficile dans l'entreprise, donc la négociation collective par les syndicats plus difficile. Et vous avez eu des lois qui sont venues ensuite pour augmenter le nombre de thèmes ouverts à la négociation sans les délégués syndicaux. Et ça, après, on arrive au temps moderne. Les temps modernes, alors on peut parler de loi El Khomri, la première loi Macron et les ordonnances du 22 septembre. Et là, on a un paquet cadeau, et dans ce paquet cadeau, tout a été mis sur la table pour que le droit du travail serve à protéger le plus faible. Mais le plus faible, désormais, c'est l'entreprise. Et donc, alors après, on est libre ou pas de partager cette appréciation de qui est le plus faible. Hein. Et en fait, tout repose sur ça. Si je pense que le plus faible, c'est l'entreprise ou le chef d'entreprise, je vais créer des lois, des outils pour le protéger. Mais pour le protéger de qui ou de quoi, en fait? Des hordes de salariés qui l'agressent quotidiennement, qui lui demandent des choses, qui le menacent. Enfin, on voit bien que la vie, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est ce chemin-là qui a été emprunté. Alors, il a été emprunté pour calmer les ardeurs de la justice prud'homale. On va vous faire plaisir, messieurs, vous risquez moins quand vous êtes condamné, et puis vous savez combien au maximum. On va simplifier les règles de licenciement, on va modifier les règles de la négociation collective, et avec ces dernières lois, le droit du travail a servi à légitimer l'accord d'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, l'accord d'entreprise peut revenir sur les dispositions légales, sur les dispositions de la convention collective, mais ne peut pas revenir sur les quelques dispositions d'ordre public absolu qui ont été identifiées par le Code du travail. Mais ce n'est pas fini. Parce que si c'était ça, ça y pourrait aller encore. Ce qui a été créé comme outil ces derniers mois, ce sont des outils qui sont redoutables. C'est par exemple dans les entreprises de moins de 20 salariés.
le seuil est important. Je crois qu'en France, 90% des entreprises sont des entreprises de moins de 20 salariés qui doivent employer comme quelque chose comme 75% des salariés. Donc là, on est dans le cœur de la population active. Eh bien, avant, c'était difficile de faire des négociations collectives dans ces entreprises parce qu'il fallait un délégué syndical. Le délégué syndical, ça ne pouvait être qu'un délégué du personnel qui était ensuite désigné par un syndicat. C'est d'un compliqué le droit du travail, mais on n'y comprend rien, donc on va tout simplifier. Désormais, dans ces entreprises, l'employeur peut proposer à la ratification de ses salariés un projet qu'il aura lui-même élaboré. Plus besoin de s'embêter avec des réunions de concertation, de négociation, non. Un projet que l'employeur élabore, qu'il soumet à la ratification. Alors, il y a une limite quand même. Pour que ce projet passe dans les faits, il faut qu'il soit ratifié aux 2/3. Mais il y a un manque, habituellement, alors c'est ce qu'on appelle un peu les référendums. Mais là, ce n'est pas un référendum, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, normalement, dans le droit du travail, quand on a des systèmes comme ça de concertation, de validation, le vote doit respecter les principes du droit électoral. Ben, vous savez, on est en démocratie, hein. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le couteau ou le pistolet sur la tête, on doit avoir des bulletins de vote, il doit y avoir un isoloir, il doit y avoir un bureau de vote, il doit y avoir un dépouillement, enfin des choses qui nous semblent un peu de base. Eh bien là, pour ce projet patronal, il n'y a pas besoin de respecter tout ça. En tout cas, c'est pas prévu. Penser à du temps avec tout ça. Peut-être, c'est peut-être ça. Donc le droit du travail sert à gagner du temps. Et donc ça, c'est quand même un outil qui est phénoménal. Et vous avez aussi un autre outil qui a été créé. Alors on pourrait, on en parlait avec Isabelle tout à l'heure, mais quand on reprend le temps de relire toutes ces ordonnances, mais il y a des dizaines et des dizaines d'articles avec des nouveaux outils qui viennent détricoter tout ce qui s'est passé avant. Et là, il y en a un autre qui est assez remarquable, c'est ce qu'on pourrait appeler les accords économiques, alors, les accords de développement économique. Dans sa dernière mouture, l'ordonnance prévoit que ces accords peuvent intervenir pas seulement quand il y a des problèmes, ça c'était déjà le cas, mais aussi pour développer l'emploi et développer l'activité, c'est-à-dire tout le temps. Et la particularité de ces accords-là, c'est que s'ils sont validés, ils peuvent modifier le contrat individuel. Et le salarié n'a plus le droit de dire « Ah, principe de faveur, ça n'existe plus ». Il a juste le droit de refuser. Et s'il refuse, l'employeur a le droit de le licencier. Et si l'employeur le licencie, ce n'est plus un motif économique. C'est un motif personnel, qui est réputé par la loi avoir une cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que même la question de la contestation judiciaire devient inquiétante. Alors heureusement, comme disait Isabelle, nous avons des textes européens qui nous engagent et nous protègent, et ces textes-là rendent obligatoire la possibilité de contester un motif de licenciement. C'est un droit fondamental du salarié. Mais l'évolution au niveau collectif, on voit à quoi a servi le droit du travail. Il a servi à mettre en avant une conception de l'entreprise qui est: il nous faut plus de liberté, plus de souplesse, moins de garanties pour les salariés. Et il y a quelque chose qui a été très marquant dans ces évolutions-là. Les syndicalistes avaient réussi à faire inscrire dans la loi, il n'y a pas tellement longtemps, mais ils avaient réussi à faire inscrire dans la loi que la convention collective, la négociation collective de branche, avait pour ambition la régulation économique de la profession. C'est-à-dire que si on se met d'accord sur un niveau de normes minimal, on évite le dumping social chez nous, entre nous. On évite le moins-disant social. On évite la course au moins-disant. Eh bien, dans la nouvelle mouture des ordonnances, il est indiqué que le phénomène les extensions, c'est de rendre obligatoire une convention collective à tout le secteur d'activité, peut être refusée si la convention collective porte une atteinte excessive à la liberté de la concurrence. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va rentrer peut-être dans une nouvelle ère de la guerre de chacun contre tous, de la volonté de diminuer les coûts
et les coûts sociaux seront aux premières lignes. Et puis c'est vrai dans les entreprises. Quand on va vous dire ben, c'est soit ça, soit la porte, ça ne va pas être simple de dire je peux appeler un ami, je vais prendre le 50-50. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc on voit qu'il y a des germes d'une profonde déstabilisation, mais il ne faut pas perdre espoir. Parce que vous avez compris que c'est les salariés qui, dans beaucoup de cas, auront le dernier mot. Et peut-être qu'en fait, ces nouvelles règles qui veulent rendre la vie plus facile aux entreprises va peut-être leur compliquer la tâche. Parce que quand on a des interlocuteurs que l'on connaît, qui sont habitués à négocier, alors on peut dire oui, c'est des vendus, ils donnent leur signature pour un oui, pour un non, ou alors ils ne donnent jamais leur signature, mais on connaît les choses. Là, on n'aura plus d'interlocuteurs. Et on a vu dans des entreprises où, quand il n'y a plus d'interlocuteurs et qu'on s'est bloqué, c'est des bonnes de gaz, c'est des séquestrations. Je pense qu'on va aller vers une violence du corps social qui va être beaucoup plus vive que tout ce qu'on a pu connaître. Alors, c'est pas une certitude, mais c'est une analyse de l'évolution. Alors, on verra bien vers où ça ira, mais si vous vouliez un droit du travail qui, collectivement, nous permette d'apporter des réponses aux nouvelles formes de travail, à l'ubérisation, à la numérisation des relations, au fait qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme avant. On voudrait aujourd'hui lutter contre les discriminations. Si vous voulez un droit du travail qui sert à ça, ben aujourd'hui, ce n'est pas la direction que ça prend. La direction que ça prend, c'est un droit du travail pour aider les entreprises à être plus agiles, plus efficaces économiquement. Et on a presque parfois l'impression qu'on retourne 30 ou 40 ans en arrière, où la personne au travail n'est plus une personne humaine, citoyenne, qui a des droits et des devoirs et des garanties, mais devient un rouage d'un mécanisme de production qu'on peut prendre, qu'on peut jeter, et il n'y a plus du tout ce respect-là. Et ça peut être une grande crainte, mais comme je vous disais avant, il y a peut-être aussi, là encore, des germes qui vont faire évoluer la situation dans un sens qui n'était pas celui qui était prévu. Alors voilà un peu pourquoi un droit du travail dans sa dimension collective, vers où nous sommes allés en 40-50 ans. Et je passe la parole désormais à Isabelle pour la seconde partie. Alors, cette deuxième partie, je vais partager les espoirs formulés par Gilles. En même temps, un espoir de violence me semble un peu dangereux ou inquiétant, mais peut-être cette opposition que nous pouvons attendre de ceux qui seront dans les liens de ce contrat de travail complètement démantelé permettra, pas tout de suite, dans 10 ans, 15 ans peut-être, de voir de nouvelles règles protectrices s'imposer. L'avenir nous le dira. La deuxième direction qui est prise par les pouvoirs politiques, là où on démantèle le contrat de travail, c'est l'accès à l'institution judiciaire. Donc c'est triste finalement d'entendre dans le discours politique commun que la justice doit s'organiser autour du justiciable. Je lis le programme d'Emmanuel Macron. La justice doit s'organiser autour des citoyens, être plus proche d'eux, plus accessible et fonctionner de façon plus efficace. Bien, d'accord, je suis d'accord avec ça. Et pour nous dire et nous expliquer toutes ces réformes, eh bien, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, on va vous expliquer que le Code du travail est trop volumineux. Il y a eu des discussions politiques pour mesurer l'épaisseur du Code du travail. Il n'y en a eu aucune pour mesurer l'épaisseur du Code du commerce. Bon, qui est tout aussi épais, je vous rassure. Et pour expliquer que la justice prud'homale ne fonctionnait pas bien. La justice prud'homale était excessivement lente et trop loin du salarié ou du justiciable. Alors en justice prud'homale, il faut savoir que le justiciable, celui qui est en demande, je crois pouvoir dire à 95%, voire plus, c'est le salarié. Bon. Eh bien, la justice prud'homale était trop éloignée de ce pauvre justiciable, donc il faut la rendre accessible et efficace. Alors, moi, j'ai regardé
les chiffres de la justice prud'homale. Et c'est une justice qui, contrairement à tout ce qui a été balancé dans tous ces discours politiques, fonctionnait bien. La justice prud'homale, elle était rendue en moyenne, au plan local, je vais parler de La Roche-sur-Yon, en 2016, en 10 mois, 11 mois en 2017. Donc c'est une justice prud'homale qui fonctionne. La justice a besoin d'un temps. Vous allez me dire, c'est long, peut-être un an. Non, un an pour la justice, ça va. Et là où le pouvoir politique a raconté n'importe quoi, quand il nous expliquait que la justice prud'homale était extrêmement longue, c'est qu'il parlait de certains conseils prud'homaux seulement. Je parle de Suite Bobigny, Suite Paris. Il y en a quelques-uns d'autres, mais très très éparses. Et aussi d'un cas tout à fait particulier en justice prud'homale, où la justice pouvait être longue. On a connu des délais à 28 mois, à La Roche-sur-Yon à 22 mois. Mais c'était des cas particuliers où le juge prud'homal ne rend pas sa décision. Et il dit, vous savez de quoi est composé le conseil de prud'homme? 2 conseillers salariés, 2 conseillers employeurs, ça fait 4. Ben, ces 4-là, quand ils ne sont pas d'accord, ils ne se mettent pas d'accord à la force des points. Ça arrive. Donc, il y a ce qu'on appelle un procès verbal de partage de voix pour dire, ben non, ils ne se sont pas départagés, on n'a pas réussi à faire un jugement, enfin à se mettre d'accord sur un jugement plus précisément, et donc on va faire appel à un tiers. Et ce tiers, c'est le magistrat professionnel. Cette 5e femme, La Roche-sur-Yon, c'est la présidente du tribunal d'instance. Et c'est seulement dans ce cas-là que la justice était longue. Et pourquoi? Parce que les magistrats professionnels sont en nombre insuffisant. Pourquoi? Parce que la justice ne dispose pas d'un budget suffisant. Alors dans ces cas-là, on était à 28 mois ou à 26 mois. Alors vous allez me dire, ben, la réforme de la procédure, ben, dans ce cas, alors elle a recruté plein de magistrats professionnels du tribunal d'instance pour que les jugements du départage soient rendus plus vite, parce que les autres, ils ne posaient pas de problème. Bien non. Évidemment que non, il n'y a pas de recrutement ou de budget particulier alloué à la justice. Donc ce discours politique, il est très agaçant, franchement. C'est très difficile de confronter ce discours à ce qui résulte de la procédure. Qu'est-ce qui résulte de cette procédure? Est-ce que la procédure prud'homale est devenue plus accessible? Je ne vais pas vous raconter le détail de la procédure parce que c'est extrêmement lassant. En revanche, je crois que certains ici savent que par le passé, vous pouviez vous rendre au conseil de prud'homme, frapper à la porte du secrétariat greffe, être accueilli par 1 ou 2 personnes, tout à fait sympathiques, et venir dire, ben voilà, moi j'ai été licencié. D'ailleurs, dans ma lettre de licenciement, elle est là, il n'est rien dit. On me dit que des choses générales que je ne comprends pas. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Et la secrétaire du greffe pouvait dire à cette personne, écoutez, c'est très simple, madame ou monsieur, je vous remets un petit formulaire bleu, vous allez remplir votre identité, remplir l'identité de la société, vous cochez parce que les thèmes sur lesquels vous pouvez formuler des demandes sont déjà écrits, sont déjà mentionnés, vous n'avez plus qu'à cocher et puis mettre un chiffre. Et puis parfois, on sait bien que ces personnes étaient aidées pour remplir ces documents. Déposer le document, l'affaire était pliée. La justice était accessible. Et cette réforme prud'homale du mois d'août 2015 eh bien, rend cette procédure beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, la description que je viens de vous faire d'une personne qui pouvait aller au greffe pour avoir un renseignement, le cas échéant déposer une requête, il ne peut plus. Aujourd'hui, il faut rédiger une requête motivée en fait et en droit, en citant les pièces que vous allez produire au débat à l'appui de votre requête, en double exemplaire et autant d'exemplaires qu'il y a d'adversaires plus un, et en joignant une copie de vos pièces pour le greffe. Alors là, celui qui entend ça, tu laisses tomber, j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc voilà comment la justice prud'homale est devenue accessible. C'est une vraie honte. Deuxième exemple, la procédure d'appel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement vous dire que en 2016 et 2017, nous sommes confrontés à 3 réformes qui viennent modifier les délais. Juste 3. Et ce que je veux dire sur la procédure d'appel, c'est que je pense que ces 3 réformes augurent le passage d'une procédure prud'homale qui est orale, où on pouvait se défendre sans avocat, à une procédure écrite où la représentation par avocat va devenir obligatoire. Et donc on va encore une fois éloigner l'institution judiciaire du justiciable, en l'occurrence ce salarié. 3e exemple, la disparition du principe d'unicité d'instance. Ce 3e outil utilisé par le pouvoir politique pour limiter l'accès à l'institution judiciaire est très pervers. Parce qu'en apparence, si je vous dis qu'avant cette réforme, vous pouviez aller au conseil de prud'homme
et éventuellement un appel, mais à hauteur d'appel, il avait fallu formuler toutes les demandes possibles et inimaginables. Alors qu'aujourd'hui, vous allez au conseil de prud'homme, puis vous allez en appel, admettons, ah, il y a une nouvelle demande qui est apparue, qui n'avait pas été formulée. Vous ne pouvez pas l'ajouter. Il faut recommencer à zéro. Vous allez me dire, ben, c'est pas mal, parce que finalement, on peut recommencer à zéro. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une procédure que le justiciable va devoir engager, c'est 2, voire 3, autant vous dire qu'il ne les engagera pas. Donc voilà pourquoi sur cet accès à la justice, il est réduit par l'effet de ces réformes, ce qui n'est pas du tout rassurant, et nous en voyons les conséquences sur le plan des chiffres. Au plan des chiffres, sur un plan national, nous constatons une baisse du contentieux de moins 20%. Au plan local, à La Roche-sur-Yon, moins 30%, moins 29% entre 2015, 2016 et 2017. 2015, 551 affaires nouvelles, 2016 et 2017, 392, 393. Donc une baisse de 30%. Et là encore, les discours que nous avons entendus au sujet de cette baisse de contentieux ne sont pas tolérables. Vous discutez de la baisse du contentieux, et d'ailleurs les statistiques que j'avais rapportées du service public du ministère de la Justice viennent vous dire « Ah oui, il y a une baisse du contentieux qui est due, qui doit être interprétée comme étant le résultat de la rupture conventionnelle, qui a limité évidemment le contentieux, et puis accessoirement de la réforme prud'homale. » Or, la rupture conventionnelle, comme nous l'avons rappelé, date de 2008. La baisse du contentieux que nous voyons et que nous constatons, elle est entre 2015 et 2016. Certes, quelques personnes, sans doute, qui auraient fait au contentieux, auront conclu une rupture conventionnelle et ne feront pas de contentieux, mais ce n'est pas la majorité. Donc voilà une restriction de l'accès à la justice par l'effet de la procédure et de son coût. Et deuxième volet, restriction de l'accès à l'institution judiciaire par la nature des droits et leur amplitude. La nature des droits, pourquoi? Est-ce que vous savez, pour certains je sais qu'ils savent, mais pour d'autres je ne sais pas, ce qu'est la prescription de l'action? Prescription de l'action, c'est une durée au-delà de laquelle vous ne pouvez plus formuler de droit. Bon, bien, eh bien, les réformes en termes de prescription de l'action se sont multipliées. On les a toutes raccourcies. Vous avez le licenciement qui pouvait être contesté dans un délai de 30 ans, qui est passé à 5 ans en 2008, puis 1 an en 2013, pour le licenciement économique seulement, et 1 an en 2017 pour tous les licenciements. Dès lors que la lettre de licenciement le mentionne, ce délai. Mais quand même, nous rencontrons des personnes qui sont véritablement traumatisées par la rupture de leur contrat de travail, qui vont devoir se reconstruire personnellement avant de pouvoir imaginer d'aller chercher une justice devant cette institution qui ferme ses portes de plus en plus par l'effet de la loi. Alors, je ne dis pas que par le passé, nous allions contester des licenciements qui étaient vieux de 25 ans. Non, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé de dire contester un licenciement qui avait un peu plus de 2 ans. C'est arrivé, ponctuellement, 2 ans, 3 ans. Bon, ça arrive. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Déjà le temps de rechercher un travail. Absolument. De se reconstruire même psychologiquement et économiquement. Le rappel de salaire. Le rappel de salaire, vous pouviez regarder en arrière pour venir chercher un salaire pendant 5 ans. On a réduit ce délai de prescription de l'action à 3 ans. Donc vous imaginez la personne qui a perçu de son emploi, qui se dit, puisque j'ai perdu mon emploi, je vais contester mon licenciement, mais je vais aussi faire une demande de rappel de salaire, parce que tiens, on m'a dit que mon salaire il était inférieur à ce que prévoyait la convention collective, quoique ça on ne pourra peut-être plus le dire à l'avenir, mais bon, cette personne attend 1 an, attendait 1 an peut-être pour contester son licenciement. Au moment où elle saisit la justice, prescription de 5 ans du rappel de salaire, il en reste plus que 4, puisqu'elle est licenciée depuis 1 an, admettons. Et aujourd'hui, si on laisse passer 1 an avant de saisir la justice, déjà ce sera juste pour contester le licenciement, et il ne restera plus que 2 ans de rappel de salaire. Voilà. Donc on réduit là encore la possibilité de faire valoir des droits dans leur amplitude. Et plus généralement, l'article du Code du travail vient dire que toute action liée à l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans.
En termes clairs, quand il se passe quelque chose dans un contrat de travail, ça veut dire qu'aujourd'hui, le salarié devra avoir le réflexe de dire tiens, je vais saisir ce conseil de prud'homme, parce que dans 2 ans, même, mon action elle sera prescrite, et quand bien même mon contrat de travail serait encore en cours, eh bien, je vais faire une procédure. Ben voyons, évidemment, c'est sûr que les salariés, en lien dans le cadre d'un contrat de travail par lequel ils sont subordonnés à leur employeur, et je reviens toujours à ce lien de subordination qui est quand même la base d'une réflexion initiale au droit du travail, eh bien évidemment que le salarié n'envisagera pas de contentieux. Le biais donc de la prescription de l'action, et le deuxième élément dont tout le monde a entendu parler, c'est le barème d'indemnisation. Le barème d'indemnisation, c'est dire, quand vous êtes licencié, quand l'employeur licencie un salarié et que ce licenciement est abusif, le salarié n'a plus droit à la réparation intégrale de son préjudice. C'est terminé. Le salarié a droit à une indemnisation que l'on va chiffrer dans le cadre d'un barème, en fonction de son ancienneté. Et il y aura un plancher, dans certains cas, en fonction de l'effectif de l'entreprise, ou simplement un maximum. Alors, tout ceci, cette indemnisation du préjudice du salarié licencié abusivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah oui, le droit du travail devient un outil pour la gestion du budget de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire que la réparation du préjudice intégral n'existe plus. Je ne sais pas, c'est comme si, en droit commercial, ce qu'on ne voit jamais, en droit commercial, si une société faisait une action concurrence et déloyalement à une autre, c'est comme si le code du commerce nous disait ben, vous ne pourrez obtenir que tant. Ah non, en droit commercial, ça ne se fait pas. Non, il n'y a pas de barème d'indemnisation en droit commercial. Il n'y en a que en droit du travail. Alors, ce barème d'indemnisation, vous vous souvenez qu'il y avait une tentative pour l'imposer en 2015 et que le Conseil constitutionnel avait dit non, c'est contraire à la Constitution. Alors on était rassurés. Je disais, le barème d'indemnisation, il est enterré. Sauf que le Conseil constitutionnel avait dit il est contraire à la Constitution juste parce qu'on crée un barème en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et cette notion d'effectif d'entreprise est anticonstitutionnelle. Il ne faut utiliser que l'ancienneté du salarié. C'est ce qu'on a fait en 2017 et on a dit qu'effectivement ce barème ne dépendrait que de l'ancienneté des salariés. Quand je disais tout à l'heure, le droit européen pouvait devenir une force antirégressive, c'est parce que, notamment, le Comité des droits sociaux européens a rendu une décision concernant la Finlande, je crois. La Finlande qui prévoyait une indemnisation barémée, comme ça, du licenciement abusif, limité à 24 mois. Mais la décision a été du comité, il ne faut pas trop s'en emparer parce que il me semble que c'est simplement pour permettre une augmentation de cette barémisation et non pas sa disparition totale. Donc voilà très brièvement, pour ne pas alourdir cet échange et vous permettre maintenant de nous interroger, de nous questionner, les inquiétudes que nous avions dans les deux directions, l'organisation des normes sources du droit du travail d'une part et la restriction de l'accès à l'institution judiciaire d'autre part. En conclusion, Gilles l'a dit tout à l'heure et je l'avais dit aussi, l'inquiétude que nous avons c'est ça, c'est que le droit du travail devient un outil au service de l'entreprise. Alors, qui est la partie faible et est-ce qu'on est légitime à dire que c'est pas vrai? Moi j'ai envie de dire que si notre société était une société de plein emploi, et que le salarié n'avait plus qu'à attendre derrière son ordinateur, voyons, je vais choisir cet emploi, là c'est pas mal, etc. Puis demain je vais courir vers un autre, moi je serais d'accord avec toutes ces réformes, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le cas. Nous ne sommes pas une société, nous ne vivons pas dans une société qui offre le plein emploi, au contraire, et de sorte que la question qu'on doit se poser aussi en lien avec celle pourquoi un droit du travail, c'est comment être salarié aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de cette relation de travail? Est-ce que je dois continuer à exercer un travail avec beaucoup d'affect, beaucoup d'affection finalement, et pour mon entreprise et pour mon employeur? Ou est-ce que je dois revenir à quelque chose de plus brutal? Mais c'est excessivement compliqué de raisonner comme ça. Et bien sûr que le salarié, le principe du salarié, d'idée en tout cas, dans le cadre d'un contrat de travail, c'est de s'épanouir par l'intermédiaire de son travail, non pas d'en faire qu'un moyen alimentaire, comme si on était utilisé comme un rouage d'une machine, de s'épanouir, d'y trouver un intérêt. Et ce que nous sommes en train de construire là, ce que le pouvoir politique est en train de construire là, ne tend pas du tout
vers cet épanouissement.